Le jour où j'ai commencé à écrire ce récit, je ne me doutais pas qu'un an après, je me retrouverais seule dans une chambre d'hôtel, à boire du champagne, en luttant contre une furieuse envie de fumer, avec l'impression d'avoir perdu ma dernière année de potentiel séducteur, à attendre quelqu'un qui me considérerait comme un encombrant. J'y avais sincèrement cru, comme chaque fois. Je le désirais plus que tout, quoi qu'il en soit, suffisamment pour occulter ses travers. Il y a 1 an et quelques mois, je n'étais qu'espoir et projet. Heureusement, si l'espoir s'est mué en stupéfaction, les projets sont devenus réalité et la vie a continué à se dérouler de plus en plus vite, avec chaque jour un nouveau défi à relever. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Aujourd'hui, nous recevons une artiste aux multiples talents. Alors, si je vous parle de musique et que je vous dis Canoë rose ou Pleurer des rivières, si je vous parle de séries télé avec la brigade de Navarro ou Nord-Plage, si je vous parle de romans en vous citant Les passagers du siècle ou Ce qui est pour toi, la rivière ne l'emporte pas. Vous l'aurez compris, nous recevons aujourd'hui Victor Laszlo, la talentueuse, belle et sensuelle Victor. Victor, bonjour. Je vais m'évanouir. Bonjour Claire. Bienvenue dans notre émission. Merci. Vous nous présentez aujourd'hui votre tout dernier ouvrage, Mon cœur bruyant, tout nouvellement paru aux éditions Grasset. C'est votre 7e ouvrage, même si vous en avez publié d'autres, notamment des nouvelles. Alors, un petit historique quand même sur vos 7 romans, vos 7 ouvrages. En 2010, votre premier roman, La femme qui pleure, récompensé par le prix Charles Brisset. En 2012, My Name is Billie Holiday. Votre 3e roman, Les tremblements essentiels, paraît en début des années, en 2015. Votre 4e roman, Les passagers du siècle, chez Grasset également, en janvier 2018. Sera suivi en 2020 de Trafiquants de colère, chez le même éditeur. Et en 2024, paraît chez Robert Laffont, Ce qui est pour toi, la rivière ne l'emporte pas. Eh oui, c'est exact. Alors aujourd'hui, donc, Mon cœur bruyant, publié chez Grasset. Vous avez été successivement mannequin pour Thierry Mugler, Chantal Thomas, vous que vous avez connu et vous connaissez de grands succès en tant que musicienne. Vous avez chanté avec des très grands artistes. Vous êtes fait remarquer aussi au cinéma et en télé avec de nombreuses stars, comme on va le voir notamment dans votre livre. Et vous menez donc en parallèle ces 2 vies d'artistes, d'auteurs, de musiciennes, chanteuses et en même temps autrices. Toutes ces vies sont pleines de succès. J'ai envie de vous demander comment vous arrivez à concilier ces 2 arts qui vous animent, la littérature et la musique. Est-ce qu'on peut dire que l'un nourrit l'autre ou Forcément, toute la vie nourrit la littérature, toute l'existence, toutes les expériences nourrissent l'imaginaire de celui ou celle qui écrit. J'ai commencé à écrire à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à écrire, à inventer des histoires à l'âge de 12 ans. Je suppose que j'avais l'idée que on pouvait embellir l'existence à l'écrit. Et surtout, je pense que les gens qui écrivent sont dans une conversation silencieuse avec leur papier, avec leur interlocuteur silencieux qui est le papier ou l'ordinateur. Et ils en ont besoin pour répondre aux questions qu'ils se posent, auxquelles ils n'ont pas de réponse. Concilier les 2 arts n'a jamais été un problème jusqu'à ce que je décide de publier. Donc je ne publie que depuis 2010, en vérité. Et là, je me suis mise à cloisonner, tout simplement. Je consacre une année, quand je sors un nouvel album, par exemple en 2022, la sortie de Sud, j'ai consacré toute l'année à la sortie de cet album, aux concerts qui ont suivi, et puis
l'année d'après, je me suis arrêtée pour écrire. Et je n'ai fait qu'écrire pendant 1 an, etc. J'alterne selon ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que je ne suis pas une écrivaine qui se pose tous les matins devant sa table pour attendre que ça vienne. Non, ça se passe à l'intérieur et c'est comme une gestation. Et puis voilà, un jour je suis prête et je me dis, bon, ça y est, il faut que je m'arrête. Et tout s'arrête autour de moi et je plonge. C'est ça, quand le projet est mûr, vous y mettez pour écrire. Alors, très vite, on détecte votre talent de musicienne, puisque déjà à 11 ans, vous commencez votre aventure scénique en participant à une comédie musicale. Vous nous expliquez d'ailleurs comment vous avez été happée par la scène, comment la musique a été salvatrice dans votre évolution intérieure, dans votre confiance en vous. Notamment, vous dites, si je retrouve le passage, une seconde. Voilà, vous nous dites le souvenir de l'émoi provoqué par le son de ma voix à 12 ans, puis à 13, agissait comme un bouclier de confiance en moi. Est-ce qu'on peut dire que l'écriture vous apporte cette même satisfaction? Cette même confiance en moi, non, c'est très différent. C'est plus... Quand vous chantez et vous voyez le visage des gens qui s'ouvrent, cette espèce de béatitude qui se lit sur certains visages de personnes qui vous écoutent, c'est immédiatement perceptible. Tandis que l'écriture, c'est une opération de grande solitude. Quand vous écrivez, vous êtes hyper fragile parce que vous ne savez pas comment sera perçu, comment sera reçu comment seront reçus vos écrits. Et une fois qu'ils sont livrés au public, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour rectifier. Vous ne pouvez pas rechanter une note, corriger un chant au fur et à mesure que la chanson évolue, se déroule. Il n'y a rien à faire. Ouais. C'est fait, c'est fait. C'est ça. Et d'autant plus que dans le milieu littéraire, il y a vraiment une chapelle, le poids de cette chapelle germanopratine qui vous refuse ou qui vous accepte. Et moi, comme chanteuse, franchement, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas acceptée par la chapelle germanopratine des écrivains. J'ai la chance d'être publiée chez des grands éditeurs qui font partie du fameux Galli-Grasseuil, la Galli-Marceuil-Grasset. Mais non, il y a toujours des journalistes littéraires qui se pincent le nez quand on leur présente un livre de Victor Laszlo. Voilà, mais ça ne m'empêche pas d'écrire. J'ai appris au fil du temps à faire sans le regard des autres. Justement, on va en parler du regard des autres. Mais donc justement, dans ce livre, vous nous dévoilez une partie que beaucoup ne connaissent pas forcément. Oui. On vous découvre, vous mettez à nu quelque part, vous mettez votre cœur et les relations qu'il engendre sur la table. C'est la première fois que vous écrivez de façon personnelle. Oui, complètement. Pourquoi avoir décidé de le faire aujourd'hui ? D'exposer cette part d'intimité. D'intime, oui, cette confession intime. Il y a plusieurs raisons. Ça fait très longtemps que je m'ouvre à mes amis des histoires qui m'arrivent, qui ont ponctué mon cheminement. Et il n'y en a pas une qui ne m'ait dit « mais il faut que tu les écrives, c'est tellement romanesque, il faut que tu les écrives ». Alors, j'ai fini par me poser la question, puisqu'on est venu me demander une autobiographie. Je dis non, je n'écrirai pas d'autobiographie, mais peut-être une traversée de l'amour, parce que je pense que déjà, ça étonnera beaucoup les gens qui me connaissent, parce qu'ils ne s'imaginent pas une seconde ce que j'ai pu vivre comme femme. On a tendance à croire que les personnes comme moi, qui ont finalement beaucoup de chance dans la vie, je suis très consciente d'avoir été bénie à ma naissance, mais voilà, la fée de l'amour ne s'est pas penchée sur mon berceau. Comme vous le dites dans votre ouvrage, à quelle page. Et donc,
non seulement je pense que ça peut, oui, les gens peuvent trouver une résonance à leurs propres histoires, et je pense oui qu'une traversée de l'amour dans une vie de femme peut en éclairer une autre. Alors, vous avez hésité à le faire ou est-ce que Oui. c'est venu J'ai longtemps hésité. J'ai longtemps hésité jusqu'à ce que mon éditrice de l'époque me dise mais va voir le patron de Grasset et dis-lui que tu veux écrire ça, tu dois le faire. Et c'est finalement la réaction de ce monsieur, Olivier Nora, pour ne pas le citer, qui m'a décidé encouragé. Oui, il a accepté d'emblée. Il m'a posé une question à laquelle j'ai répondu partiellement, et il m'a tout de suite dit mais ok, banco. J'avais pas écrit une ligne. Hein. D'habitude, vous écrivez un texte et vous le montrez à l'éditeur. Et il l'aime ou il l'aime pas, il vous signe ou il signe pas. Non, j'ai rien raconté. J'ai raconté la rencontre de mes parents et encore le début de la rencontre de mes parents. C'est tout ce que j'ai raconté. Ça fait quoi? Ça fait 0,10% du livre. Donc cette confiance, c'est pas le regard d'autrui, mais c'est quand même la confiance. La confiance, une forme d'adoubement. De la part de quelqu'un que je respecte immensément, qui est un excellent éditeur et un être humain formidable. Donc je me dis, ok, si lui, il pense qu'il peut me soutenir dans cette aventure, j'y vais. C'est ça. Alors après, il y a eu des allers-retours aussi, hein, parce que c'est quand même l'écriture d'un texte pareil, est aussi faite d'aller-retour dans des territoires dangereux, dans des territoires douloureux, que vous retraversez avec la même intensité que quand vous l'avez vécu. Oui, absolument. Absolument. Ouais. Oui. Non, on est bien conscient quand on vous lit. Et c'est vrai que vous vous livrez sans filtre. Ouais. Vous êtes très authentique aussi dans vos écrits. Tout ça autour, évidemment, de l'amour. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce livre est un hommage à l'amour, en tout cas dans une quête éperdue d'être aimé. Est-ce que c'est presque une finalité de vie? Je pense que c'est un hommage à l'amour. J'aime bien cette mais quête éperdue. Je ne cherche pas, hein. J'attends. Oui. Je ne cherche pas. Je ne suis pas une tête chercheuse. Moi. Non. Je ne me mets pas dans des situations où je vais rencontrer des gens. Je n'ai jamais cherché. Les choses me sont tombées dessus comme ça, et ça a marché ou ça n'a pas marché. Mais vous dites quand même, si je ne cherchais personne, j'attendais je voulais pourtant qu'on me trouve. Voilà, c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça, j'ai rien à ajouter. Je voulais bien qu'on me trouve, mais... Mais vous ne cherchiez pas. Non, je suis bien élevée, moi. Mais c'est un bel hommage à l'amour, en fait, parce que c'est exactement ça. C'est votre cœur qui parle et ces soubresauts de recherche, de quête. Alors même si vous ne cherchez pas, en même temps, il y a ce désir du regard de l'autre aussi, qui est important. Vous savez, quand on monte sur scène et qu'on raconte après qu'on n'en a rien à faire du regard de l'autre, c'est un pieux mensonge. Parce que forcément, le besoin de monter sur scène, de se donner en spectacle, finalement, ça n'est pas autre chose que de chercher l'approbation d'autrui. Après, dans mon existence intime, personnelle, c'est plus ancien. Je pense que ça vient de notre passé, de mon passé, que je partage avec énormément de gens, particulièrement en Martinique. Le passé lié à l'esclavage, lié aux abus sexuels qui ont perduré pendant des siècles et des siècles sur les femmes noires, et donc qui pose le problème de la légitimité. Nous sommes des enfants illégitimes. Tous autant que nous sommes. Et cette problématique, même si elle s'évanouit au fil des générations, la blessure de l'ADN, elle existe. C'est ça. Ça a été prouvé. On a dans notre ADN des blessures générationnelles qui sont là, avec lesquelles il faut vivre, qu'il faut transcender
Et chacun le fait à sa manière. Moi, ma manière, c'est d'écrire. C'était d'écrire. Oui. On va en parler tout à l'heure de cette blessure, de cette souffrance qui vous anime et qui nous anime. Mais si on revient sur l'amour, même si vous ne cherchez pas, vous avez envie qu'on vous trouve, mais vous êtes surtout farouchement attaché à votre liberté. Je crois que c'est ce qui vous anime le plus, qui vous cheville au corps. D'ailleurs, vous dites jamais de mari, jamais de patron. Mm-hmm. Et qui vous amène d'ailleurs à quitter, alors que vous sembliez peut-être avoir trouvé l'amour. Est-ce que c'est ce dilemme entre liberté et dépendance, ou plus exactement dépendance ou reconnaissance dans le regard de l'autre qui vous anime? Comment vous c'est vrai que c'est un paradoxe, les deux? C'est assez paradoxal. On est plein de paradoxes tous. Ouais. Je ne suis pas moins, comment dire, alpha et oméga que n'importe qui d'autre, mais c'est vrai que je suis animée par ce besoin irréfragable de liberté, tout en ayant à l'esprit que l'amour, c'est quand même la plus belle des aventures humaines, et qu'il nous la faut vivre, il nous la faut vibrer, ressentir chaque jour de notre existence. Et ce qui me met, moi, dans une situation de réceptacle, de porosité totale à cette aventure qu'est l'amour. C'est ça, en lisant votre livre, on sent bien que vous êtes vivante et vibrante et jusqu'au bout, et que c'est cette part de vie, en fait, que vous défendez, que vous soutenez. Absolument. Et ça je ne déflore rien en disant par quoi ça se termine, c'est juste que j'y crois encore. Bien sûr. Il n'y a pas de raison. Le jour où je rendrai mon dernier souffle, je pourrais dire, OK, c'est fini. Mais Alors, il y a cette part de liberté, mais il y a aussi le fait dans votre recherche, dans votre cheminement, on va dire, le fait de ne pas vouloir reproduire un modèle familial qui peut vous paraître peut-être enfermant ou routinier. C'est quelque chose qui vous... Alors, à la fois, c'est un désir de reproduire le modèle familial dans la rencontre, dans l'absolu que j'ai détecté dans la rencontre de mes parents, qui était absolument magnifique, qui était un exemple que j'ai voulu atteindre toute mon existence, et à la fois ce quotidien duquel j'étais spectatrice et qui m'a donné envie de fuir, de prendre mes jambes à mon cou et de fuir, parce que c'est là où je me suis rendu compte de la situation de la femme dans la société à ces différentes époques. Moi, je suis née en 1960, mais voilà, je pense que j'ai commencé à en être consciente vers l'âge de 9-10 ans, 11 ans peut-être. Et à ce moment-là, très tôt, la certitude que je ne reproduirais pas le modèle familial tel que je le vivais s'est ancré en moi. Je ne serais pas une femme mariée avec des emplois du temps liés autour de son mari et sa famille exclusivement. Je serais une femme d'extérieur, pas une femme d'intérieur. C'est ça. Mais ce modèle familial, il y a eu des injonctions aussi qui étaient très fortes, notamment quand votre mère vous dit vous ne pourrez pas être épouse. Non, oui, tu n'es pas de celle que l'on épouse, de celle dont on fait les épouses. Ouais. C'est quelque chose qui peut vous marquer. Alors, est-ce que, vous savez, comme on met des sorts sur les... Non, je pense que ma mère a simplement compris qui j'étais. Mes parents nous voyaient, ma sœur et moi, tels que nous étions vraiment. Alors, c'est peut-être pas une façon très délicate de le dire. Et j'ai d'ailleurs voulu lui prouver qu'elle avait tort, parce que j'ai fini par me marier. Ça a duré 1 an, mais j'ai fini par me marier en allant reculons à l'hôtel, devant le prêtre, mais je me suis quand même mariée. Non, je pense que ces injonctions, enfin, c'est pas des injonctions, ce sont des constatations dites d'une façon un petit peu prophétique. Ouais. Mais qui correspondaient à une réalité. Alors, le comportement des hommes
qui est décrit dans votre ouvrage, en tout cas ce que vous avez cité, n'est vraiment pas glorieux. Hein. Leur point commun, on peut dire qu'ils sont tous ou quasiment tous des stars du cinéma ou de la chanson, en tout cas des personnages connus. J'en citerai aucun nom pour garder le suspense. Allez voir le livre et lisez-le, vous en saurez plus. Mais entre celui qui vous fait faire une randonnée en pleine nuit avec votre fils, où vous manquez de vous tuer, ou cet homme de la Barbade qui vous fait traverser l'océan pour ne rien vous dire, ou vous laisser à l'hôtel, ou encore celui qui se fait appeler Monsieur Michel pour garder l'anonymat, mais qui cherche en fait, in fine, vous le comprenez, une nounou pour ses enfants, ou qui vous ignore alors qui vous a convié dans une fête, tout ça. Est-ce que toutes ces histoires, à travers votre histoire, ne sont pas une sorte de mise en garde pour les autres femmes? Pas consciemment. Pas consciemment, mais si ça peut servir de mise en garde, oui, c'est pas mal. J'ai pris conscience au fil des années que les hommes que j'ai rencontrés ont toujours voulu me rabaisser, me rapetisser. Je crois que j'étais trop vivante pour eux, je sais pas trop quoi, mais en tout cas, cette façon de m'ignorer, cette façon de ne pas me dire, de ne pas verbaliser un amour qui est là, oui, tout ce que je raconte là, d'abord c'est vrai, et c'était une façon de me rabaisser, d'enlever, d'ôter cette aura que je pouvais avoir pour eux qui peut-être leur faisait de l'ombre. Oui, par votre beauté ou votre intelligence. Je ne sais pas, mais le dernier que vous avez cité, Mr. Mitchell, ne pouvait pas envisager que je continue d'être une artiste. À l'époque, je tournais, mais je faisais, je sais pas moi, 70 concerts par an ou 80 concerts par an, donc j'étais très souvent sur les routes. J'avais déjà mon fils que j'élevais, qui voyageait souvent avec moi d'ailleurs, et tout se passait très bien. Ouais. Mais voilà, il y a des hommes comme ça qui ont besoin que vous arrêtiez. D'être suffisants à la femme. C'est ça. Alors, vous l'avez dit en fait, hein, votre livre souligne la souffrance et les tourments que l'amour peut générer, en tout cas a généré chez vous. Vous dites d'ailleurs que vous auriez pu écrire les malheurs de Sonia. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, Victor, c'est son nom de scène. C'est votre nom de scène que vous avez choisi. Alors, on va revenir sur votre nom tout à l'heure, mais en fait, vous avez beaucoup souffert, mais vous témoignez en même temps votre grande capacité à vous relever, à continuer, votre forte résilience. Comment vous expliquez cette capacité que vous avez? C'est dans la croyance que j'ai en l'amour, tout simplement. Je suis comme une amibe. Pardon. Je suis comme une amibe. Vous savez, c'est cette unicellulaire qui se reproduit sans cesse. Vous pouvez couper un morceau, elle va repousser. Ou la queue d'un lézard, dans un olive. Si vous voulez, c'est vrai. C'est vrai que ça repousse toujours chez moi. J'ai même des histoires d'où je pensais ne pas me relever, ne jamais me relever, qui au bout de 8 heures, se sont soulevées, ont disparu de mon existence et je me suis réveillée, je me suis levée neuve, femme neuve, prête à accueillir. Et peut-être aussi prête à recommencer. C'est ce qui est terrible. Oui. C'est cette capacité à souffrir, à vous relever et à reprendre, replonger dans ce cycle. Quelque part, c'est presque un hommage, ou en tout cas une recherche de se dire il faut qu'on trouve la cause de nos souffrances, il faut qu'on trouve la cause de ce qui nous fait nous remettre dans des situations qui nous font souffrir. Oui, et puis j'apprends au fil du temps. Bien sûr, les schémas se ressemblent, mais ils ne sont pas non plus tout à fait identiques, et je m'en sors beaucoup mieux au fil du temps. Je n'ai plus de grandes interrogations. Puis surtout, dès lors que vous cessez de vous demander pourquoi l'autre ne réagit pas comme vous auriez réagi, tout se passe beaucoup mieux. Vous acceptez que l'autre n'est pas vous et que 1 et 1 font 2, ne font pas 1.
Tout à fait. Alors, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure sur les souvenirs, sur les origines en fait. Et dans ce livre, vous décrivez ce voyage en Afrique qui a été une révélation pour vous. Au Sénégal, oui. Oui. Est-ce une prise de conscience que vous avez eue à ce moment-là? Non, elle est venue bien avant la prise de conscience. Au fil du temps, j'ai pas appris que je me suis pas rendu compte que j'étais noire à l'île de Gorée. Dans ce voyage en particulier. Mais ce voyage, il a ancré quelque chose définitivement. C'est surtout, enfin, le voyage en lui-même était absolument cathartique, ça, mais pour plein de raisons. Cathartique du point de vue féminin. Du point de vue social, mais le point d'orgue fut effectivement la visite à l'île de Gorée, où là je me suis retrouvée dans une expérience sensorielle, émotionnelle, comment dire, mystique. Oui, c'est ça. Pratiquement mystique, sur le chemin qui montait à la maison de Anne Pépin, et puis plus loin, vers la place où il y a l'église. Ces voix en moi criaient, hurlaient, et le point d'orgue est arrivé quand je suis entrée dans la maison et que j'ai vu les geôles, et puis quand j'ai vu la porte vers laquelle étaient acheminés les esclaves enchaînés, d'où ils embarquaient sur des petites barques et ils rejoignaient le bateau qui était au large. Et pour moi, à l'instant où je vois ce lieu, je vois la mer en sang, j'entends les cris, les pleurs. C'était terrible, c'était terrible. Je suis sortie de là, j'étais fracassée. Fracassée, mais transformée à vie. Oui, oui. C'est sûr que c'est un passage poignant dans votre livre. Alors juste, je voudrais qu'on revienne un mot sur votre choix de nom. Puisqu'en fait, c'est pas non plus un hasard. Vous avez décidé de vous appeler Victor. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Dans votre livre, vous expliquez que quelque part, il faut être un homme pour tenir un rôle. C'est ce que je pensais. Évidemment, je ne le pense plus aujourd'hui, mais quand je voyais ma mère, que je respecte et que j'admire, mais plus que tout, que je la voyais au service, finalement, d'un homme. Je me disais, mais elle n'a pas d'existence en dehors de sa maison, en dehors de sa famille, de son mari. Est-ce que pour exister à l'extérieur, il faut être un homme? Et je pense que ça a fait son chemin dans mon esprit et que le moment venu de choisir un pseudonyme, inconsciemment, j'ai presque inconsciemment choisi un nom d'homme. Je ne m'en suis même pas rendu compte tout de suite. J'ai trouvé que ça résonnait bien. Et puis c'est après, vous savez, au fil des années qui passent, vous vous dites, mais pourquoi j'ai choisi un nom d'homme? Parce que ce n'est pas toujours facile à porter. À la limite, chanteuse, ça allait, mais là, quand je suis entrée en littérature, ça a été plus compliqué de faire accepter ce pseudonyme un peu... C'est un joli nom de scène. C'est un joli nom de scène, oui, mais bon, j'ai pas toujours... je me suis souvent posé la question de l'abandonner, et puis bon, c'est un peu tard maintenant. Non, oui, je pense aussi. Mais pour conclure, Victor, deux questions un peu plus personnelles. Est-ce qu'on peut dire que votre histoire homosexuelle que vous décrivez dans votre livre a été une révélation, ou est-ce que c'est plus par dépit ou face à la déception Je ne sais pas pourquoi. Non, il n'y a pas de dépit, il n'y a pas de révélation. Bien au contraire, il y a juste une... Je vous disais tout à l'heure, j'étais poreuse. Poreuse. Et voilà, il y a une personne qui est arrivée sur ce buvard, et il s'avère que c'était une femme. Mais malheureusement, je n'aurais pas dû y aller parce que je me suis rendu compte que c'était assez tôt que ça n'était pas... Pour moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaisait pas, et puis que c'était sans doute l'histoire la plus dangereuse que j'ai vécue. Ouais. Et pour conclure, est-ce qu'on peut dire que ce livre vous a permis de vous guérir ou de guérir votre cœur? Mais il n'est pas blessé, mon cœur, il est bruyant. Ou alors de le rendre un peu plus silencieux, non, on va dire. Non, pas du tout. Mon cœur fait toujours autant de bruit. Il paraît que c'est une affection, le cœur bruyant, c'est le ventricule droit, je pense, qui est un peu gros.
et qui fait un bruit particulier. Mon père a un ventricule droit plus gros que... D'accord. D'accord. Donc c'est On effectivement... peut le prendre comme ça, le titre. Voilà, mon cœur est toujours aussi bruyant. Même s'il peut peut-être se calmer un peu. Il va être un peu Pas plus... du tout. Non. Il est racénéré. Et D'accord. puis je me suis déchargée de ces histoires. En écrivant ce texte, j'ai déposé quelque Vous avez chose. déposé, absolument. Et ça, c'est fondamental, parce que je peux réécrire une page blanche et recommencer toutes mes bêtises. Formidable. On va parler maintenant de votre coup de cœur que vous Oui. avez choisi de nous présenter. Alors, Victor, vous avez choisi de nous présenter votre coup de cœur, Olivier Norek. Les Guerriers de l'hiver, c'était donc le prix Renaudot 2024 et c'est un des auteurs que j'ai invité au festival cette année. Je suis très, très, très fière qu'il ait accepté. A priori, ce n'est pas le genre de roman vers lequel je me tourne, parce que c'est un roman masculin qui se passe pendant la guerre, avec des soldats, le froid, etc. Mais dès la première page, vous tombez amoureux du personnage principal, qui pourtant est un sniper. Mais la profondeur des personnages qui tissent le récit est telle que vous êtes dans la forêt de Finlande, vous riez avec eux, vous pleurez avec eux, et vous vous moquez des Russes avec eux. C'est très agréable en ce moment de se moquer des Russes. Et donc, enfin, de l'appareil d'État. Je ne parle pas de la population, je parle de l'appareil d'État. Et là, déjà, on se rend compte à quel point l'appareil d'État russe est complètement, mais complètement abject. Et donc, voilà, c'est une très belle écriture. C'est un gros livre. Mais c'est vraiment, vraiment une belle découverte. Et il sera présent à la Martinique. Il sera présent à la Martinique. Alors, on pourrait se demander qu'est-ce que les guerriers de l'hiver viendraient faire en Martinique. Mais non, on va avoir quand même une thématique aussi sur les guerres, l'absurdité des guerres, et avec le Rwanda, avec la guerre 39-45, et je ne sais plus laquelle, l'autre. Mais en tout cas, voilà. Ils seront présents au festival et le festival donc aura bien lieu en novembre. En novembre, du 17 au 23 novembre. Du 17 au 23 novembre. Ouais. On vous donne rendez-vous pour découvrir de nombreux auteurs à ce nouveau festival. C'est 3e édition, hein ? 4e édition. Eh oui, ça passe. D'accord. Merci beaucoup, Victor. Cette émission s'achève. Merci à vous, Claire. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de notre émission Au gré des pages pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.